Cultiver des connexions réparatrices, newsletter d'octobre 2025. Le 10 septembre en nous ou la politique culturelle des émotions. Hello! Dans cette newsletter d'octobre, après un mois de rentrée rempli d'indignation révolutionnaire et d'émotions collectives intenses, je vous partage quelques réflexions sur ce que Sarah Ahmed a nommé la politique culturelle des émotions et quelques questions pour explorer vos émotions à travers ce prisme. Ensuite, je vous raconte pourquoi ce sujet me tient particulièrement à cœur et je vous invite à organiser ensemble le 10 septembre en nous, c'est-à-dire à démanteler ensemble, lentement mais sûrement, les paradigmes émotionnels oppressifs et normés que ces systèmes nous imposent. Et enfin, je vous partage une nouvelle édition de la newsletter dans la newsletter, Cultiver la solidarité pandémique avec, à votre demande, un focus sur les enjeux politiques du déni pandémique. Bonne écoute. Première partie, la politique culturelle des émotions. Dans The Cultural Politics of Emotion, publié en 2004, la philosophe activiste Sarah Ahmed fait ce constat. Les émotions sont relationnelles. Elle développe en disant qu'elle ne considère pas que les émotions existent en nous, mais qu'elles émergent constamment de nos relations avec les objets, les personnes, les êtres qu'on rencontre, et qu'elles donnent elles-mêmes, les émotions, forme à ces relations. Sarah Ahmed est une philosophe anglo-australienne dont les champs d'études comprennent la théorie féministe, le féminisme lesbien, les études queer, la théorie critique de la race et les études postcoloniales. Elle est considérée comme une figure fondatrice de la phénoménologie queer. Au fil des différents chapitres du livre, elle analyse le lien entre nos émotions intimes, quotidiennes, individuelles, interpersonnelles et les systèmes collectifs dans lesquels on vit. Elle étudie par exemple la politique spatiale de la peur, qui peut avoir pour conséquence la restriction de la mobilité de certains groupes d'individus définis comme à craindre, entre guillemets. Elle explore aussi comment, par exemple, la honte, mobilisée au niveau national dans les discours d'excuses officiels envers les crimes coloniaux, est ambivalente. Elle peut servir à continuer leur effacement ou à les rendre visibles. Dans les chapitres consacrés au milieu queer et féministe, elle explore la dimension politique du deuil, de la colère, de l'émerveillement et de l'espoir. Dans la postface de l'ouvrage, elle explique qu'elle a voulu explorer comment les normes sociales deviennent affectives au fil du temps. En s'inspirant de Marx, elle propose en effet que les valeurs et les significations associées à certaines émotions, par rapport à certains objets, certaines personnes ou certains groupes, sont le résultat d'un long processus de production dont l'histoire est invisibilisée. Et cette invisibilisation de l'histoire de la production des émotions fait qu'on en vient alors à penser que tel objet ou tel contexte suscite naturellement tel type d'émotion. Je la cite, « Les émotions sont ce qui nous met en mouvement, et la manière dont nous sommes mis en mouvement dépend des interprétations de ces sensations, et par là, je ne veux pas dire seulement que nous interprétons ce que nous ressentons, mais que ce que nous ressentons peut être dépendant d'interprétations passées qui n'ont pas été faites par nous, qui nous précèdent. » Fin de la citation. Et cette invisibilisation a des conséquences politiques. En effet, les émotions qui sont ainsi naturalisées par les systèmes en place peuvent nous encourager à relationner avec le monde d'une certaine manière, à s'autoriser à ressentir certaines choses et pas d'autres, à suivre des directions de vie particulières qui vont dans le sens de la norme, ou à suivre des hiérarchies implicites qui nous font considérer certaines personnes ou situations comme dignes de nos émotions et d'autres non. Sarah Ahmed appelle cela nos investissements émotionnels. Emotional investments, qu'on peut aussi traduire par engagement, implication, etc. Investissement émotionnel dans les normes sociales. Je cite, « Ce livre propose une explication de la manière dont nous devenons investis dans certaines normes sociales. S'intéresser aux émotions nous permet d'étudier la manière dont les individus s'investissent dans certaines structures, à tel point que l'idée de leur disparition peut être aussi terrifiante que la mort. Mais la bonne nouvelle, wouhou, c'est que prendre conscience de ces scripts émotionnels et de leur impact politique peut aussi nous permettre de les changer et de changer les dynamiques relationnelles qui leur sont associées. Je cite à nouveau,
Les émotions peuvent être cruciales pour nous montrer en quoi les transformations sont si difficiles. On reste investi dans ce qu'on critique, mais aussi en quoi elles sont possibles. Nos investissements sont mis en mouvement par nos propres mouvements. Fin de la citation. L'appel du 10 septembre, le mois dernier, à s'indigner et à tout bloquer, est un appel au changement de paradigme et à la transformation. C'est un appel au démantèlement de systèmes oppressifs qui, eux aussi, se présentent comme naturellement légitimes et qui dissimulent la violence des histoires qui ont contribué à leur mise en place. Alors pour continuer à organiser cette transformation en tenant compte de la politique culturelle des émotions, j'ai préparé quelques questions pour vous. Je vais vous les lire et vous pouvez y revenir quand ce sera le bon moment pour vous. Question 1. Quelles sont les émotions qui vous ont le plus traversé en septembre? Quels sont les contextes, les relations, les situations qui les ont faites exister? Question 2. Comment est-ce que vous avez vécu ces émotions? Question 3. Quelles émotions on vous a appris, implicitement ou explicitement, à considérer comme acceptables ou inacceptables? Positives ou négatives? Ou alors acceptables, mais seulement à un certain niveau d'intensité, ou si on les exprime d'une certaine manière. Question 4. Est-ce qu'il y a des lieux ou des contextes dans votre vie où certaines émotions sont encouragées et d'autres censurées? Question 5. Selon vous, quelles sont les émotions qui sont valorisées dans notre société? Question 6. Est-ce que certains aspects de votre identité impactent la manière dont vous ressentez certaines émotions ou la manière dont est perçue l'expression de vos émotions? Question 7. Comment est-ce que les émotions sont envisagées dans la culture dans laquelle vous avez grandi? Et enfin, question 8, c'est la dernière. Quelles émotions collectives est-ce que vous avez l'impression de beaucoup voir circuler en ce moment? Comment est-ce qu'elles sont décrites dans les médias? Et est-ce que ces descriptions varient en fonction des émotions exprimées ou de qui les exprime? Et si ça peut vous aider, je vous ai mis dans la version écrite de la newsletter une traduction française de l'outil La roue des émotions. Vous avez donc tout un panel d'émotions, et il y en a bien sûr plein d'autres que celles listées dans cet outil. Par exemple, l'émerveillement n'est pas dans la liste, et vous savez à quel point il est important dans mes accompagnements. Et il y a plein d'autres manières aussi de concevoir les émotions, de les envisager ou de les catégoriser. Donc comme d'habitude, prenez ce qui vous aide et laissez le reste. Partie 2. Révolutionner les paradigmes émotionnels imposés par les systèmes qu'on veut démanteler. Alors là, c'est la partie où je vous parle un peu de moi, pour vous dire pourquoi tout ça, ça me tient énormément à cœur et pourquoi ça constitue le cœur des accompagnements que je vous propose. Avant d'être accompagnante chercheuse, j'étais prof-chercheuse à l'université aux États-Unis. Et ça, c'était après avoir quitté le système des études supérieures à la française, qui m'avait bien traumatisée, et après avoir commencé une thérapie, mais ça, c'est une histoire pour une autre newsletter. Donc pendant 8 ans, j'ai étudié les dynamiques de genre, les guerres de religion entre protestants et catholiques, et les voyages coloniaux dans les textes littéraires français du XVIe siècle, qu'on appelle aussi la Renaissance. Un des angles que j'avais choisi pour faire sens de tout ça, c'était l'histoire des émotions, justement. Alors j'ai écrit une thèse sur l'appréhension, pour essayer de comprendre à la fois mes propres appréhensions, mais aussi comment un mot qui voulait dire percevoir le monde à travers le sens en est venu à faire référence à la fin du XVIe siècle à une émotion d'inquiétude et d'incertitude envers le futur, ce qui est un sens qu'on utilise aussi aujourd'hui. Et donc c'est comme si en fait aujourd'hui le mot perception évoluait progressivement pour signifier une émotion. Donc j'en ai conclu, à ma toute petite échelle, que l'inquiétude était une émotion centrale dans la construction de la modernité eurocentrique. J'ai aussi publié un article sur les émotions dans les mémoires de Marguerite de Valois, où j'ai montré comment la pathologisation misogyne de ces émotions par la réception critique a fait que son œuvre, qui constitue pourtant une archive essentielle de la nuit de la Saint-Barthélemy, a été jugée comme trop subjective pour être considérée sérieusement au fil des siècles. Et c'est ce qui fait qu'au lycée, vous avez sûrement dû vous farcir des extraits des essais de Montaigne, mais zéro Marguerite de Valois, ou alors vous avez entendu parler de la reine Margot de manière sulfureuse, mais pas de ses mémoires. Quant à son look, je vous laisse en juger avec le portrait réalisé par François Clouet que j'ai mis dans la newsletter écrite, où elle est vêtue donc d'un ensemble
rouge vif brodé. J'ai aussi travaillé sur l'empathie coloniale dans le récit des voyages du protestant Jean de Léry au Brésil, c'est-à-dire sur les terres du peuple autochtone Tupinamba, auprès desquels il a vécu, qu'il admire et qu'il plaint à la fois, essayant désespérément de quand même les convertir pour les sauver, et dont il étudie avec attention les émotions. En gros, Léry, c'est un peu l'archétype du sauveur blanc qui voyage dans un pays exotique, et fasciné par la culture locale, voudrait en faire partie même et être accepté par les locaux, mais en voulant quand même changer des éléments centraux de cette culture. Et sans surprise, vous l'aurez compris, je n'avais pas choisi ce champ d'études par hasard. Les émotions, je connaissais bien, sauf que pour la plus grande partie de ma vie, leur intensité était plus un souci qu'une source de fun, sans outils pour les appréhender. Petite blague. Et pendant ces 8 ans, j'ai donc aussi essayé de comprendre, avec l'aide de thérapeutes et de collectifs soutenants, mais aussi de chercheuses, d'artistes et d'activistes, le fonctionnement de mes propres émotions, pour mieux comprendre ce qu'elles signifiaient de mon rapport à moi, aux autres et au monde. Dans les deux cas, dans mes recherches professionnelles et personnelles, qui étaient intimement liées bien sûr, l'étude des émotions était un moyen pour moi de mieux comprendre les relations qui constituent notre rapport au monde, mais aussi de rendre visibles les mécanismes culturels émotionnels qui sont présentés comme normaux et qui sont invisibilisés à dessein pour nous maintenir dans des structures oppressives. En 2021, au début de la deuxième année de la pandémie, j'ai pris la décision difficile, en plein burn-out, de démissionner de mon poste et de quitter les États-Unis. Il se trouve que le système universitaire nord-américain était tout aussi traumatisant pour moi que le système français, mais ça c'est aussi une autre histoire pour une autre newsletter. En 2023, j'ai lancé Cultiver des connexions réparatrices pour continuer à explorer les émotions relationnelles, mais cette fois-ci en tant qu'accompagnante indépendante, avec un rêve bien précis, aider les personnes entre guillemets trop sensibles et entre guillemets trop radicales à prendre soin de leurs émotions et de leurs relations pour mieux incarner leur révolution. Et pour réaliser ce rêve avec vous, j'ai créé un florilège d'espaces de soins où on apprend ensemble à démanteler les paradigmes émotionnels oppressifs et normés qui entravent nos vies individuelles et la libération collective. Je vais vous les présenter une à une et vous avez tous les détails dans la newsletter écrite. Une des offres que j'ai créées, elle est faite pour honorer collectivement les émotions que les systèmes jugent comme trop, comme too much. Cette offre, c'est La Rivière. Ce sont des cercles de soins créatifs engagés pour accueillir nos peines collectives qui ont lieu tous les derniers mardis et jeudis du mois. Pour illustrer cette offre, j'ai choisi une citation de Malkia Davies Cyril dans un article To give your hands to freedom, first give them to grief, qui dit « Les discours dominants sur le deuil nous ont manipulés avec brio en nous convainquant qu'il était plus sûr de nier notre deuil plutôt que de le ressentir. Nous sommes en permanence persuadés que le deuil est une émotion inacceptable qui doit être réglée discrètement et dissimulée. » Alors voilà, La Rivière, ce sont des cercles de deuil collectif engagés pour accueillir nos peines collectives et ressourcer nos luttes et nos rêves. Les prochaines dates, c'est le mardi 28 octobre, de 13h à 14h30, et le jeudi 30 octobre, de 20h à 21h30, et on peut ajuster les horaires avec les personnes intéressées. La deuxième offre que je vous propose, c'est transformer les sentiments d'urgence, d'isolement et de fatalisme générés à dessein par les systèmes contre lesquels on lutte. Et ça, c'est avec l'atelier S'enraciner, résister, rêver, qui est un accompagnement d'1 mois, racinaire et radical, pour explorer la dimension émotionnelle et relationnelle du changement social. La citation que j'ai choisie pour accompagner la fiche de cette offre, c'est une citation de Bayo Akomolafe. « Il y a urgence, ralentissons ». Le prochain cycle de cet accompagnement aura lieu en novembre 2025. C'est un accompagnement asynchrone qui est vraiment fait pour que chaque personne puisse le suivre à son rythme. Et vous avez donc le lien dans la newsletter écrite pour découvrir cet accompagnement. L'autre proposition que je vous fais, c'est honorer nos cœurs à vif. C'est un accompagnement sur mesure pour créer les rituels dont vous avez besoin. Et le but, c'est d'accueillir nos transitions de vie dans toute leur complexité
justement hors des scripts émotionnels qui sont imposés par la société. La citation que j'ai choisie pour illustrer cette offre, en plus de la fiche dans la newsletter écrite, c'est une citation de Victoria Adukwe-Bulé, que j'ai traduite. Dans une société qui exige en permanence que nos esprits et nos corps agissent pour le capital, le rituel apparaît comme un moyen de libérer notre attention, de manière intentionnelle et répétée, de ce qui distrait et de ce qui épuise vers ce qui honore la vie. Donc, honorer nos cœurs à vif, c'est un accompagnement individuel sur mesure à la création de rituels soutenants et alignés pour honorer les changements dans vos vies, les deuils, les transitions, les célébrations, les dates importantes, et c'est sur rendez-vous toute l'année. Et si ce mot rituel vous intrigue, je vous invite à parcourir la newsletter de janvier 2025 que j'ai consacrée à ce mot et à la manière dont je l'envisage dans Honorer nos cœurs à vif. Enfin, une autre proposition pour faire ce 10 septembre en nous, c'est Vocotexto. Vocotexto, c'est un atelier où je montre que nos outils de communication quotidiens ont des normes implicites. Et du coup, c'est un atelier ludique pour découvrir une facette inexplorée de vos émotions relationnelles et du consentement. La citation que j'ai choisie pour illustrer dans la newsletter écrite cet atelier, c'est une citation de Mia Schachter, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, j'en suis désolée, qui a le compte Instagram Consent Wizardry, et qui dit « Avant de pouvoir demander ce dont on a besoin, il faut déjà savoir ce dont on a besoin. » Et c'est là que ça se complique. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous enseigne pas à nous connecter à nos désirs, voire l'inverse. Plus on grandit, plus on nous encourage activement à nier nos désirs. C'est pourquoi il est tellement important d'apprendre à se connaître au sein d'eux, mais aussi au-delà des systèmes d'oppression qui nous disent comment agir et quoi désirer. Donc je déteste les vocaux, mais j'adore les textos. C'est un atelier ludique et introspectif pour découvrir ce qui se cache derrière tes préférences et tes frustrations communicationnelles. Et ça a lieu à partir d'octobre 2025. C'est un atelier en ligne de 2h30, en mini-groupe de 2 à 4 personnes, et on planifie en fait l'heure et la date avec les personnes intéressées et inscrites. Et tu as tous les détails aussi dans la newsletter écrite. Voilà pour la présentation, j'ai vraiment hâte de vous retrouver au sein de ces différents espaces en octobre et en novembre pour continuer à organiser ensemble, lentement mais sûrement, la révolution par nos émotions et nos relations. Et si tu fais partie des grenouilles VIP, c'est-à-dire que tu as participé à 2 ou plus de mes ateliers ou cercles, check ta boîte mail où plusieurs surprises de rentrée t'attendent. Je vous dis à très bientôt. Et dans la newsletter écrite, vous trouverez une illustration réalisée par l'artiste Ashley Blunton, qui est Faint as Fog sur Instagram, qui illustre cette révolution, je trouve, des émotions de manière très touchante et inspirante. La newsletter dans la newsletter, cultiver la solidarité pandémique. Alors comme vous le savez, si vous écoutez cette newsletter depuis un moment déjà, il y a une mini newsletter dans la newsletter, comme si mes newsletters n'étaient pas déjà assez longs comme ça, lol. Et je consacre en effet cette rubrique bonus à parler d'un sujet dont on ne parle plus depuis bien longtemps, ou en tout cas au passé, la pandémie de Covid, malheureusement toujours en cours aujourd'hui, qui continue à handicaper massivement nos proches et camarades via ses effets à long terme sur l'organisme qu'on appelle aussi le Covid long. Et en effet, une de mes spécialisations en tant qu'accompagnante chercheuse engagée, c'est la solidarité pandémique. L'expression vient à ma connaissance du collectif Pandemic Solidarity for the Long Future, et elle est plutôt appelée en France autodéfense sanitaire. L'objectif, selon moi, c'est de s'entraider à changer la manière dont on envisage collectivement le Covid et les futures pandémies. Parce qu'une gestion néolibérale et policière, c'est non, mais faire comme si de rien n'était, pour moi et pour d'autres, c'est non aussi. En story cette semaine, je vous ai demandé quel sujet vous intéressait le plus parmi une liste que je vous ai proposée et vous avez voté pour les enjeux politiques du déni pandémique. Alors je vous ai concocté une liste de ressources variées, articles, podcasts, vidéos, posts Insta, etc. pour explorer ce sujet. Et donc je vous laisse y piocher au gré de vos envies et de vos capacités.
Vous avez tous les liens dans la version écrite de la newsletter. La première chose que je voulais partager, en décembre 2020, la Disability Justice Activist noire américaine Imani Barbarin, qui est Crutches and Spice sur Instagram et TikTok, déclarait dans une vidéo TikTok devenue une référence aujourd'hui: le Covid est un événement handicapant de masse, a mass disabling event. Cette société n'est pas du tout préparée pour ça. Et depuis, elle ne cesse d'éduquer sur le sujet, notamment en faisant le lien avec l'eugénisme, le fascisme et les processus handicapants de masse que sont le racisme, le colonialisme et le capitalisme. Fin janvier 2022, le collectif Cabriole écrivait pour la revue Jeff Clack un des textes fondateurs de l'autodéfense sanitaire en France, toujours d'actualité aujourd'hui, intitulé « Face à la pandémie, le camp des luttes doit sortir du déni ». Leur Substack, Cabriole, carnet de recherche pour l'autodéfense sanitaire, contient une collection passionnante d'essais, notamment de traduction de l'anglais vers le français, qui sont rassemblés en dossiers thématiques pour explorer les enjeux politiques et les causes capitalistes, racistes, validistes, eugénistes et fascistes, tous les istes du déni pandémique. Fin 2022, Yale publie une traduction notamment de l'article de l'écrivaine militante Léa Lakshmi Pipsnas Samarasina, intitulé « Les valides de gauche ne peuvent pas abandonner la solidarité avec les personnes handicapées pour tourner la page du Covid », qui accompagne la sortie de son livre « The Future is Disabled, Prophecies, Love Notes and Morning Songs ». Et Yale y écrit « J'ai commencé à appeler l'époque dans laquelle nous vivons le grand oubli. Certains l'appellent le grand gaslighting. Les deux sont vrais. » Ensuite, en novembre 2023, le magazine en ligne Lisbeth publie un dossier intitulé « Démasquer l'extrême droite dans la santé et construire une autodéfense sanitaire ». L'introduction commence ainsi. Pour ce 7e et dernier article de notre dossier sur les extrêmes droites et les luttes antifascistes en France, on s'est intéressé à l'eugénisme, ses conséquences sur les politiques publiques depuis le siècle dernier, la vision réactionnaire de la santé et les liens entre le climato-négationnisme et les discours complotistes liés au Covid-19. Pour cet article, nous avons interviewé le collectif Cabriole, engagé dans l'autodéfense sanitaire et populaire, notamment dans les milieux de gauche. Et je vous ai aussi mis une citation en illustration. Le covido-négationnisme, ce n'est pas juste la négation pure et simple de l'existence du Covid, c'est aussi tous les phénomènes de minimisation qui assimilent le virus à un simple rhume ou à une grippe, par exemple. En octobre 2024, on a l'émission de radio Minuit décousu qui fait le récit d'actions militantes inspirantes et consacre son 194e épisode intitulé « Ton masque, camarade, à l'autodéfense sanitaire ». Gaëtan Gracia, qui est militant chez Révolution Permanente, a obtenu un diagnostic de Covid long en avril 2023 et a très bien résumé la gravité de ses conséquences post-virales du Covid en une phrase : « Le Covid long, c'est pas des lol ». Il s'exprime régulièrement sur les enjeux politiques, notamment en termes de droit du travail, du déni pandémique, de l'absence de prévention et de l'invisibilisation des effets post-viraux du Covid. En juin 2025, Madeleine Pontaville écrit l'article « Nouveau variant Covid, le jour sans fin du laisser-faire pandémique pour Révolution Permanente ». Je cite l'introduction. « À chaque reprise épidémique, la presse s'étonne, les autorités rassurent et la santé des travailleurs et de leurs enfants trinque. Un scénario qui se répétera à l'infini tant que la classe ouvrière ne prendra pas la question en main en imposant un air intérieur sain sur les lieux de travail et d'études et en expropriant la grande industrie pharmaceutique pour la mettre sous contrôle des travailleurs. » Elle a aussi écrit en novembre 2024 sur le déremboursement des tests PCR. Le collectif Winslow pour la santé publique a produit ces dernières années un nombre considérable de ressources pour visibiliser les enjeux politiques du Covid long et de la disparition totale des pratiques de prévention et de réduction des risques, y compris dans les lieux de soins. En juillet 2024, Yale coécrivent avec ACT UP le texte « 65 millions de Covid long et ça continue, un aperçu de la recherche Covid après 4 ans et demi de pandémie ». Je cite un extrait de l'introduction. « À moins d'avoir passé les dernières années à éplucher la littérature scientifique sur le sujet, il est difficile de saisir à quel point notre perception et notre évaluation des risques face au Covid est en décalage total avec l'état des connaissances scientifiques à date. Des modes de transmission du virus aux moyens de prévention disponibles, en passant par le fonctionnement du virus et ses effets à long terme sur notre organisme ou son niveau de circulation au sein de la population générale, tout est tragiquement mal compris.
Il y a comme une sensation désagréable de déjà-vu et il est plus que temps d'éclaircir tout cela. Fin septembre 2024, Yeltsin organisait la première conférence dédiée au Covid-activisme. Les présentations de Elisa Rojas sur les enjeux politiques de l'utilisation du terme « personne vulnérable » et de Gwen Fauchois, ex-vice-présidente d'Act Up Paris, sont disponibles en replay sur leur site. En 2025, le collectif Winslow organise la première table ronde sur le Covid long à l'Assemblée avec le soutien de la députée LFI Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée, et le replay est là aussi disponible sur leur site. Il y a aussi le groupe Les Canards Masqués, qui se définissent comme un groupe d'autodéfense sanitaire composé de palmipèdes Andy et Valides qui luttent pour des futurs antivalidistes, qui publie une chronique mensuelle intitulée « À ta santé, camarade ». Les dernières chroniques sont intitulées « 5 ans de Covid, un autre récit est possible » et « Covid, où sont passés les féministes ». Et enfin, je vous partage The Sick Times, qui est un site en anglais fondé par une équipe de journalistes basés principalement aux États-Unis pour mettre en lumière la crise sociale et politique que constitue le Covid long. On peut notamment y trouver cette interview de la réalisatrice noire américaine Shimer Sweeney sur le racisme médical face au Covid long, un autre article sur la dimension raciste des interdictions du port du masque, ou encore une interview vidéo de l'artiste drag Taipei sur l'accessibilité dans les milieux queer pour les artistes qui ont un Covid long. Voilà, je m'arrête là, ça fait déjà beaucoup et je vous souhaite une très bonne lecture, très bonne écoute ou très bon visionnage. À très bientôt!